Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Dans cette série de podcasts, le collectif Voix libérée vous propose une lecture commentée de l'ouvrage « Rien sur nous sans nous », ligne directrice destinée aux responsables politiques concernant la participation des victimes et survivants et d'exploitation et d'abus sexuels subis dans l'enfance, publié par le Conseil de l'Europe et rédigé par la professeure Caroline Taylor et Sophie Otiende. Cet ouvrage constitue un document de référence majeur. Il propose un cadre concret pour permettre la participation effective des personnes ayant une expérience vécue de violences sexuelles dans l'enfance à l'élaboration des politiques publiques, des réformes institutionnelles et des dispositifs de prévention. Il repose sur un principe fondamental, aucune politique ne peut être pleinement juste et efficace si elle est conçue sans celles et ceux qui sont directement concernés. Rien sur nous sans nous. Compte tenu de l'importance du sujet, de la richesse du contenu et des enjeux humains, éthiques et politiques qu'il soulève, nous avons fait le choix de proposer cette lecture en 5 épisodes. Ce découpage permet d'en approfondir progressivement les notions essentielles, d'en éclairer les implications concrètes et de les mettre en dialogue avec l'expérience du collectif Voix libérée et la réalité française. Notre objectif est simple. Contribuer à faire entendre la voix des personnes concernées et encourager une transformation réelle des pratiques, dans l'esprit même du titre de cet ouvrage, Rien sur nous, sans nous. Aujourd'hui, deuxième épisode. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se lance dans un décryptage vraiment passionnant d'un document produit par le collectif Voix libérée. C'est ça, un texte très riche qui analyse les récentes directives du Conseil de l'Europe. Exactement. Et le grand concept qui en ressort, c'est ce qu'ils appellent l'échelle de l'engagement. L'idée, c'est de comprendre comment la participation des personnes survivantes peut passer d'une simple case à cocher par l'administration à un véritable contre-pouvoir face au ministère. C'est un document qui déconstruit pas mal d'idées reçues en fait. Souvent on voit la consultation de manière assez binaire, genre soit on décide, soit on n'a pas du tout son mot à dire. Ouais, tout noir ou tout blanc. Voilà. Alors que ce texte montre que c'est une progression graduelle. C'est une grille de lecture hyper utile pour analyser les vrais rapports de force entre les institutions et la société civile, bien au-delà des discours officiels. On commence par la base de cette échelle, ce que les sources nomment informer et demander. Pour prendre une image simple, c'est un peu la fameuse boîte à suggestions à l'accueil d'une entreprise. Tout à fait. Les responsables informent sur leurs actions et ils font des enquêtes ou des auditions publiques pour recueillir des avis. C'est l'étape minimale, mais elle reste incontournable. Fournir des données claires et écouter, c'est vraiment la base de tout dialogue démocratique. Mais, et c'est le piège évident de cette première marche, si on s'arrête là, les personnes concernées restent confinées à un rôle de témoin passif. Bah oui, la boîte à suggestions a le mérite d'exister. Mais absolument rien n'oblige la direction à l'ouvrir. Exactement. Ni à prendre en compte les petits papiers qui sont dedans d'ailleurs. Donc, si on veut éviter cet effet boîte à idées ignorée, les directives disent qu'il faut passer au niveau supérieur, l'étape impliquée. Et là, le rapport met en avant une vraie solution structurelle. La création de comités consultatifs permanents. Voilà. Le but, c'est de sortir de la consultation purement ponctuelle. Et le mot-clé à ce stade, c'est la temporalité. Traditionnellement, les institutions ont tendance à solliciter le public à la toute fin d'un processus, souvent juste pour cautionner un projet de loi qui a déjà été rédigé en coulisses. Juste pour faire joli en gros. C'est ça. Avec un comité permanent, la dynamique temporelle s'inverse totalement. On intègre les participants de A à Z dès la phase de conception du projet. La parole ne sert plus seulement à valider une décision, elle sert à la bâtir. Mais là, il y a une question qui se pose forcément. Comment être sûr que les décideurs écoutent vraiment pendant ces réunions? Qu'est-ce qui les empêche de juste hocher la tête poliment, de dire merci et de faire exactement ce qu'ils avaient prévu au départ? Alors c'est là toute la subtilité de la dernière marche de l'échelle, celle qui vise à collaborer et autonomiser. À ce stade, le document explique que les survivants acquièrent un statut de vrai partenaire. C'est comme passer de la simple boîte à suggestions à un siège décisionnel au conseil d'administration. Attendez, concrètement, qu'est-ce qui garantit l'influence de ce siège? Parce que, sur le papier, ça sonne bien, mais face à un ministère avec toutes ses contraintes, le rapport de force semble toujours très déséquilibré. La garantie réside dans un mécanisme institutionnel très ingénieux. L'obligation légale de justifier tout refus. Ah, c'est le point de bascule. Si les décideurs rejettent une recommandation de ces comités de partenaires, ils ont désormais l'obligation de s'en expliquer de manière officielle et argumentée. Ils ne peuvent plus se contenter d'un silence radio. Donc le pouvoir change de camp.
Totalement, parce que le coût politique d'un rejet devient soudainement tangible. Rédiger un document public pour expliquer pourquoi on refuse une mesure de protection proposée par des experts du vécu, c'est s'exposer directement à la critique. C'est un levier d'action redoutable. Et le document de Voix libérée souligne que ces mécanismes d'obligation de réponse transforment déjà le paysage en Europe. C'est d'ailleurs cette philosophie qui a ouvert la voie en France à des initiatives majeures comme la CIVISE, cette commission sur les violences sexuelles faites aux enfants. Oui, on a bien vu comment la publication de recommandations issues directement des auditions a forcé le débat public. Surtout parce que le gouvernement se retrouvait forcé d'y répondre publiquement, point par point. Cet exemple illustre parfaitement pourquoi la participation ne doit pas être une notion floue. L'engagement ne devient réellement efficace que lorsqu'une contrainte formelle vient encadrer le pouvoir exécutif. Sans cette obligation stricte de rendre des comptes, n'importe quelle démarche participative risque de se transformer en simple opération de communication institutionnelle. Pour résumer le cœur de ce dossier, donner la parole est une première étape, mais obliger le pouvoir à justifier noir sur blanc pourquoi il choisit de ne pas l'écouter, c'est ce qui fait véritablement basculer le système. Tout à fait. Et cela amène une réflexion particulièrement riche pour l'avenir. Sachant que cette justification obligatoire permet de rééquilibrer concrètement les forces face à l'appareil d'État, on peut se demander comment une telle règle pourrait être transposée à d'autres sphères de la société. Imaginez ce modèle systématisé dans des secteurs où de nombreuses populations vulnérables restent en marge des décisions, ça pourrait totalement redessiner la manière de concevoir l'action publique de demain. C'est sur cette réflexion que se termine l'exploration d'aujourd'hui. À très vite pour un prochain décryptage. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.